On va en parler avec nos invités. Bonsoir Dominique Carlac, vous êtes membre du conseil exécutif du MEDEF, chef d'entreprise, beaucoup d'annonces aussi concernant les entreprises. Alexandre Ouizy, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, professeur d'économie à Sciences Po et vous avez rédigé ce programme qui a été proposé par le NFP, programme d'économie. Et Paul de Villepin, bonsoir, vous êtes journaliste à Politico. Alors on verra comment les Français accueillent finalement les nouvelles et l'addition, mais du côté de la classe politique, bon, c'est pas franchement une surprise, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez. Nous avons environ là-dedans 40 milliards qui vont prendre aux classes moyennes, qui vont impacter la vie des classes moyennes et classes défavorisées, et seulement 2 milliards des plus riches. Donc c'est un budget qui non seulement va désarmer l'État, mais qui est absolument inégalitaire. Ils font tout punitif, c'est pas que sur l'écologie. Vous voyez ce gouvernement, on l'a dit depuis 7 ans que Macron, il avait fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et qu'un jour on le paierait tous. Eh ben, c'est de l'inaptitude, c'est de l'amateurisme. Et aujourd'hui, qui ils envoient en première ligne pour corriger leur amateurisme? Les plus précaires. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait aucune mesure structurelle qui soit annoncée. Des économies, il y en a à faire. Visiblement, Michel Barnier fait totalement l'impasse dessus. Si le gouvernement prend des mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt général et qui viennent toucher toujours plus les Français, notamment les plus modestes et les classes moyennes, alors oui, nous serions en capacité de censurer. Est-ce que c'est une opposition par principe? Parce qu'en fait, quand on regarde les mesures au final, vous avez les grandes sociétés qui sont taxées, vous avez les Français les plus riches qui sont taxés, qui gagnent plus de 500 000 euros pour un ménage. Vous avez aussi les taxes sur les rachats d'actions, tout ça, c'est de gauche? Alors écoutez, c'est pas du tout une opposition par principe et je pense qu'il faut dévoiler aussi la vérité sur ce que sont les uns et les autres. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est que sur la taxe au-delà de 500 000 euros, on a commencé la semaine, ça devait concerner 60 000 contribuables. On termine la semaine avec une note du Trésor qui nous dit que ça concernera 20 000 personnes. On a commencé la semaine, ça rapportait 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, on nous dit le rendement n'est plus garanti et des économistes comme Gabriel Zucman connaissent très bien cette question, vous disent en fait, ça tape à côté de ce qu'il faut faire. Donc vous avez là une mesure qui est une forme de poudre aux yeux. Et à côté de ça, en revanche, vous avez pour les classes populaires et les classes moyennes, à la fois pour les retraités, la désindexation pendant 6 mois, qui veut dire quoi? Qui veut dire une baisse de 1% en fait de la pension des retraités sur cette période-là. Pour par exemple un retraité ou un ménage qui gagne 1 500 euros, ça veut dire 400 euros en moins sur les 6 mois. C'est quand même pas rien du tout. Et puis vous avez mais tout c'est ce qui un énorme poste de dépenses. On vous dit que les retraites ça rapporte beaucoup d'argent. Mais si vous voulez, on a fait soi-disant une réforme il y a un an pour dire qu'on touchait pas aux pensions et finalement on touche aux pensions. Vous avez plus de 3 milliards de dettes, 3 milliards de dettes. Mais vous savez, on a plein de mesures à vous proposer. Le fait est que vous me demandiez est-ce que c'est juste? Je vous montre que c'est 4 fois plus sur les classes moyennes et pas les classes populaires et que même ce qui a été fait sur les 20 000 foyers, désormais dont on connaît l'existence, eh bien écoutez, c'est pas suffisant et c'est très faible au regard de ce qui était annoncé. C'est vraiment de la poudre aux yeux. On verra justement les mesures que vous avez proposées parce que certaines se rejoignent par rapport à ce qui a été annoncé par Michel Barnier. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait des semaines qu'on entend le gouvernement dire de toute façon l'effort va reposer sur ceux qui peuvent participer à l'effort et notamment cette fameuse mesure très symbolique et très populaire auprès des Français qui est d'aller taxer les familles les plus aisées. Au final, au bout du compte, on se rend compte que d'une façon ou d'une autre, les Français vont tous plus ou moins payer l'addition. Alors, c'est difficile à dire. Alors, il y a s'ils vont tous payer l'addition, oui et non. D'une part, il y a 60 milliards d'efforts. Ça représente environ 20 milliards sur les dépenses de l'État, 21,5 milliards si on compte les opérateurs de l'État, et 40 milliards ensuite avec 15 milliards sur la sécurité sociale. Donc là, effectivement, les Français risquent de le ressentir. En revanche, il est pas dit que tous les ménages soient touchés, mais il y a certaines mesures sectorielles comme sur l'électricité, sur le malus auto, qui les affecteront par défaut. Ouais. Alors justement, les dépenses de santé, parce que ça c'est important et ça va avoir aussi des conséquences chez les Français. Le gouvernement programme d'économiser 3,8 milliards sur les dépenses de santé et ça passe notamment par le durcissement des indemnisations des arrêts de maladie. Le plafond va passer en fait de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Bonjour Jérôme Marty, vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera moins bien indemnisé quand on sera malade? Ça veut dire ça, oui, puis ça veut dire qu'on ouvre la chasse à la fois aux patients et aux médecins. On part d'un raisonnement qui est celui qu'il y a des milliers de médecins qui abuseraient et des centaines de milliers de Français qui abuseraient. Je ne pense pas que nous soyons dans une société où une profession escroque l'assurance maladie et les Français sont des feignants. Je crois que notre monde a changé, notre société a changé. Cette société, c'est la fille d'ailleurs de toutes les politiques qui ont été faites jusqu'à présent.
Et si l'on a une augmentation des arrêts de travail, c'est aussi dû au fait que les Français travaillent plus longtemps, que les pathologies chroniques ont explosé et que la moindre pathologie aiguë décompense ces pathologies chroniques, les rapports dans les entreprises sont devenus plus difficiles et que l'on a effectivement une augmentation des arrêts. Et puis, on paie les carences du système. Je vous rappelle que pour obtenir un examen d'imagerie, il faut parfois beaucoup de temps. Et comme il faut beaucoup de temps, on maintient le patient en arrêt. Pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste, il faut aussi beaucoup de temps. Et donc, on maintient le patient en arrêt. Donc, il faut regarder ça avec une focale extrêmement précise, plutôt que faire un raisonnement comme ça large, qui va pénaliser tout le monde. Et je me fais, pardonnez-moi, je me fais l'avocate du gouvernement, Jérôme Marty, mais le fait est que ça coûte très cher, ces arrêts maladie, que ça a flambé ces dernières années, plus de 5 milliards entre 2015 et 2023, et hors Covid, je le précise. Est-ce que ça s'explique pour des raisons démographiques, parce que les gens travaillent aussi de plus en plus longtemps, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi certains médecins qui abusent en termes d'arrêts maladie, certains employés qui abusent aussi? Je vous réponds. Madame, d'abord, nous produisons non pas des arrêts de travail, mais je vous le montre, des avis d'arrêt de travail. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un arrêt de travail, ça ne vous a pas échappé, il y a un feuillet pour l'assurance maladie, un feuillet pour l'employeur, un feuillet pour vous. Ça veut dire que c'est une décision qui est une décision collégiale. Donc, on voit bien que les arrêts de travail qui sont en trop grand nombre selon le politique et l'assurance maladie le sont aussi par faute de régulation de l'assurance maladie. Mais nous, ça va vous étonner, mais on défend les médecins conseils. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer que les médecins de conseil voient leur indépendance enlevée. On est en train de les mettre de façon autoritaire sous tutelle des CEPAM, des caisses primaires, donc de l'administration. Donc, il y a à la fois un risque de perte du secret médical et de violation de celui-ci par l'administration et un risque de politique de quotas. C'est extrêmement dangereux. Je rappelle que l'arrêt de travail, c'est un traitement. On l'oublie trop facilement. Et donc, quand le politique, comme ça, agit sur l'arrêt de travail, ferait-il de même sur un médicament? Dirait-il, il vous faut moins prescrire cela et on va le faire de façon autoritaire? Attention à ça. C'est pour ça que je dis qu'avant de prendre ces décisions, il faut d'abord étudier la chose de façon plus fine. Restez avec nous parce que j'ai encore une question concernant le ticket modérateur aussi, la hausse du ticket modérateur. Ça c'est très important parce que ça va avoir un impact sur les mutuelles. Mais avant, Dominique Carlac, est-ce que les entreprises vont compenser? Est-ce que c'est les salariés qui vont payer cette baisse d'indemnité ou c'est les entreprises qui vont prendre ça en charge? Écoutez, nous subissons les arrêts de travail que vous avez décrit comme étant en augmentation indépendamment du Covid, indépendamment de l'âge, indépendamment de la nature de l'activité, mais pas indépendamment de l'agenda. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate dans nos entreprises, c'est qu'il y a beaucoup plus d'arrêts de travail qu'avant et il y en a beaucoup plus le lundi. Donc je ne sais pas. Parce qu'il y a un mal-être au travail aussi, il y a un malaise au travail. Peut-être un malaise au travail. Je constate aussi que par ailleurs, nous avons plein d'enquêtes qui démontrent que la conflictualité dans le monde de l'entreprise est bien moindre que la conflictualité dans la société dans son ensemble. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas les prendre en charge, avec les entreprises ne vont pas prendre en charge cette baisse Nous prenons déjà en charge beaucoup de choses. Nous prenons en charge beaucoup de choses. Comme vous le savez, nous sommes le pays champion des prélèvements obligatoires pour les entreprises. Et quand on nous parle de dire il faut qu'on fasse un coup de rabot un petit peu partout, l'impression qu'on en a, nous, dans ce budget, c'est qu'on est un tout petit peu les dindons de la farce, que le compte n'y est pas, que si ça doit revenir pour faire les poches des entreprises et des PME singulièrement, on sera pas d'accord. Et donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de dire que si un salarié est malade, demain, il sera moins bien indemnisé parce que les entreprises ne prendront pas en charge Elles prennent déjà en charge. Elles prennent déjà en charge. Mais comme là, l'État va baisser la prise en charge, vous ne compenserez pas ça. On va voir en responsabilité qui doit prendre en charge. Qui doit prendre en charge en responsabilité. J'ai encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Rapidement, Jérôme Marty, sur la hausse du ticket modérateur, ça veut dire que le reste à charge payé par les mutuelles va augmenter. Donc forcément, mécaniquement, ça va se traduire par une augmentation des prix des mutuelles. Aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, je crois qu'il y a 2 à 3 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle, notamment les jeunes. C'est quoi l'effet pervers? Ça risque de pousser des gens à ne pas se soigner? Oui, il y a ça. Et puis, il y a un risque dont personne ne parle et qui est certainement le plus gros, mais le diable se cache dans les détails. Vous savez qu'en 2012, il y avait une loi qui s'appelait la loi Leroux. La loi Leroux, elle permettait aux mutuelles d'ouvrir ce qu'on appelle des réseaux fermés. Un réseau de soins fermés, c'est vous êtes mieux remboursé si vous faites soigner par un médecin de votre mutuelle. Ça, on l'avait écarté de la médecine parce qu'on était à remboursement en sécurité sociale majoritaire. Et on voit bien que là,
plus on va baisser la part de remboursement de l'assurance maladie et monter celle des mutuelles, plus on va se diriger vers l'ouverture des réseaux de soins fermés dans la médecine. Et ça, c'est l'ubérisation totale de la médecine, la marchandisation de la médecine, le pouvoir donné aux complémentaires, aux assurances, qui vont avoir la main sur l'entièreté du soin, à la fois sur les cotisations, mais également sur ce que prescriveront les médecins et qui organiseront le soin. Ça, il ne faut pas y aller. C'est une dérive qui est extrêmement dangereuse et le gouvernement y va à grands pas. Merci Jérôme Marty d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story. J'aimerais aussi que l'on parle d'une autre mesure qui concerne les entreprises, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les gros groupes qui vont être taxés. Les petites entreprises et les moyennes entreprises vont être concernées par un coup de rabot sur les exonérations patronales. Ça fait partie des mesures que proposait le NFP. Donc ça va, pour le coup, ça va dans votre sens. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, mais nous proposions d'aller plus loin, nous proposions de pouvoir retrouver 8 milliards d'euros sur ce poste-là, en disant quoi ? En disant que au-delà de 2 SMIC, le chômage est une réalité qui n'existe quasiment pas. En fait, le chômage dans notre pays, c'est une réalité pour les bas salaires. Et donc, lorsque vous faites des exonérations au-delà de 2 SMIC, nous avons fait ces exonérations pourquoi ? Pour protéger l'emploi des bas salaires. Lorsque vous êtes au-delà de 2 SMIC, vous n'êtes plus du tout là-dedans. En fait, toutes les études économiques le montrent, ça n'a plus aucun effet sur l'emploi. Donc, la seule chose que vous maintenez à ce moment-là, c'est quoi ? C'est le taux de marge des entreprises. Or, et c'est là évidemment où nous aurons une différence d'appréciation, vous avez été les principaux bénéficiaires de cette politique pendant 7 ans, plus 62 milliards, enfin plutôt moins 62 milliards d'impôts, et qui nous mettent le budget de l'État dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il n'y a pas que ça qui met le budget de l'État dans cette situation. Je pense que ça soit si mécanique que ça, quand même, que le budget de l'État soit dans cet état à cause des entreprises. Depuis 1995, les dépenses de fonctionnement de l'État ont régressé. La part dans le PIB, la part des fonctionnaires, du budget que coûte, entre guillemets, le salaire des fonctionnaires, a régressé depuis 1995. Donc, ce qui fait que les dépenses publiques augmentent, c'est parce qu'on est une société qui vieillit, avec évidemment des dépenses d'assurance maladie. Vous dites aujourd'hui, les entreprises, elles doivent passer à la caisse. Mais c'est pas qu'elles doivent passer à la caisse, c'est que la politique qui a été menée est inefficace. Où est la croissance ? 60 milliards de dépenses de fiscalité en moins, où est la croissance ? Où est l'innovation ? Qu'est-ce que ces entreprises ont fait aujourd'hui, alors que leur taux de marge s'est restauré ? Qu'est-ce qu'elles ont fait de ces 60 milliards ? Quelqu'un peut-il me le dire ? On a vu les dividendes augmenter, c'est vrai. Moi, c'est ça l'échec de cette politique économique. Je peux vous répondre. Pendant 7 ans, nous avons eu une politique de l'offre. Cette politique de l'offre a eu pour conséquence des embauches. Elles ont eu pour conséquence un taux de chômage qui a quand même considérablement baissé et des emplois dans les entreprises. Donc ça, c'est quand même un élément tangible, parce que s'il y a des gens en emploi, il y a moins de dépenses sociales aussi. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on nous avait dit: vous aurez des mesures temporaires, on a 60% de mesures structurelles, vous aurez des mesures ciblées, c'est des mesures qui vont toucher toutes les entreprises. Et quand on regarde le coup de rabot qu'on met aux allègements de charges sur les bas salaires... La crainte, c'est quoi ? C'est que ça freine l'emploi, c'est ça ? Mais c'est bien pire que ça. Il y a le patron du MEDEF qui disait ça va créer des centaines de milliers d'emplois. Mais c'est bien pire que ça. Quand vous regardez dans les entreprises qui sont à haute intensité de main-d'œuvre peu qualifiée, la propreté, la surveillance, la sécurité. En fait, ces entreprises-là sont liées à des contrats avec leurs clients, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, qui sont à très très faible marge. Si vous baissez l'aide que vous avez sur l'embauche ou sur les charges de ces salariés faiblement rémunérés, en fait, vous mettez dans le rouge les entreprises. Vous mettez dans le rouge les entreprises parce qu'elles ne s'en sortent plus. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, les entreprises ? Elles vont dire, je ne peux pas assumer mon contrat, je romps le contrat et donc je licencie. En fait, ça va être un effet vicieux de se dire qu'on s'attaque aux charges. Et en plus, c'est des PME, ces entreprises-là. La PME du coin qui fait de la propreté, la PME du coin qui fait de la sécurité privée. C'est pas des entreprises qui ont des marges colossales. Donc c'est ça qu'on dit, ça avait un effet pervers. Paul de Villepin, comment vous jugez l'effort qui est demandé aux entreprises ? L'effort est significatif. Néanmoins, il faut rappeler quand même que sur les entreprises, il y a 2 avantages dont elles bénéficient qui ne seront pas touchés, qui sont pour l'instant préservés. C'était une annonce hier du ministre de l'économie Antoine Armand. Il y a le crédit d'impôt recherche qui est une niche fiscale très conséquente, qui est la plus coûteuse à l'État, qui représente environ 7 milliards d'euros par an, qui ne sera pas touchée. Pour l'instant, elle sera peut-être ensuite toilettée lors du débat parlementaire. Et une autre mesure qui touche principalement les TPE-PME, qui est le pacte Dutreil, qui permet des exonérations sur les transmissions d'entreprises familiales, qui est lui aussi préservé. Alors c'était dans les tuyaux qu'elle pourrait être touchée, rabotée, toilettée. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il faudra vraiment surveiller le débat parlementaire parce que sur ces 2 mesures, il y a beaucoup de
de députés, de sénateurs, de divers groupes qui sont favorables à les toucher puisqu'elles sont assez coûteuses. Le fait est qu'on voit aujourd'hui cette volonté de la part de Michel Barnier, c'est ce que disait le gouverneur de la Banque de France, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde participe à cet effort. Et on sent que là, on est en train d'essayer de répartir l'effort sur un maximum de secteurs et aussi sur les Français. Votre recette à vous, c'est quoi? Ça aurait été quoi? Ça aurait été pour le coup un vrai choc fiscal avec davantage d'impôts? Mais c'est quoi notre logique? Faut la comprendre. C'est en effet la justice fiscale, vous avez raison. L'idée que ceux qui peuvent payer le fassent. Mais il y a aussi une logique économique. En fait, là, vous disiez tout à l'heure, qui va payer? Peut-être oui, non, c'est pas trop qui paie. En fait, si vous êtes une famille avec des enfants, vous avez 4000 enseignants en moins. Si vous avez demain, si vous avez demain une maladie, en effet, vous allez passer avec les 4 euros qui vont bien être payés à la fin par quelqu'un. Donc vous êtes dans une situation où nous, on se pose la question, où est-ce que, si on prend l'argent, il y a le moins d'effets récessifs sur l'économie? Parce que tout ce qu'on voit, c'est des dépenses en moins qui vont venir casser la croissance. Donc où est-ce qu'on a regardé? Vous le disiez tout à l'heure sur les 8 millions, sur la question des cotisations sociales. Pourquoi? Il n'y a pas parce que ça n'enlève pas de l'emploi. Non. Ce que vous disiez il y a un instant sur le dispositif Dutreil. Nous, on propose des choses sur les grandes successions. Les grandes successions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a pas d'effet sur la croissance que, si vous voulez, entre choisir 4 milliards de coupes sur l'hôpital public ou 7 milliards sur les grandes successions, en fait, le choix, il est assez vite fait. Le fait de priver des héritiers d'une partie de leur héritage ou bien de priver les Français de leur hôpital, en fait, le choix, il est assez vite fait. Donc, on essaye d'être efficace, d'aller là où ça ne casse pas la croissance et c'est pour ça qu'on a proposé cette solution-là.